qui est un établissement, ce que vous connaissez, hein, les Niçois, c'est la coupole qui est sur le Mont Gros. Alors l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est pas seulement un bâtiment fait par Garnier et une coupole construite par Eiffel à la fin du 19e siècle. L'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est un des 3 grands établissements en France dédiés à la thématique astronomie, astrophysique et sciences de la Terre. Et on a à peu près 450 chercheurs regroupés. Alors ils ne sont pas tous sur la colline, hein. On a 3 sites autres que le Mont Gros, sur le plateau de Calerne à Cossol, sur l'université de Nice-Sophia-Antipolis, et des gens qui s'occupent des sciences de la Terre à Sophia-Antipolis, et ceux qui sont d'autres astros sont sur le campus de l'université. Alors depuis quelques années, ce que l'on fait, au fil de l'actualité, suivant l'actualité, on fait des conférences grand public, on organise des conférences grand public en lien avec la métropole. On attendait Jean-Marc Guillaume, qui est l'élu en charge de la diffusion des connaissances, qui doit avoir du retard, donc tant pis, hein. Tant pis pour lui, il faut être à l'heure. Et donc on organise ce cycle de conférences avec la métropole et l'artistique. Et là je remercie l'artistique et sa directrice de nous accueillir pour ces cycles de conférences. Et ce que l'on essaye de faire à travers de ces conférences, c'est vous donner, à vous Niçois, une petite vue des sujets de recherche sur lesquels on travaille. Et donc l'ensemble de ces conférences est basé, alors la majeure partie du temps des intervenants de l'Observatoire, mais pas que, des fois on a des collègues que l'on fait venir pour donner des conférences sur des thèmes d'actualité et d'actualité scientifique, de façon à ce que vous entendiez dans les médias, vous puissiez voir de plus près et de manière plus détaillée ce sur quoi on travaille lorsque l'on travaille sur ces thèmes. Donc là, c'est 2 conférences, et c'est la 2e conférence ce soir qui est un petit peu particulière, puisque depuis 10 ans, on a détecté ce que l'on appelle les ondes gravitationnelles. Et si vous étiez là il y a quelques semaines, on a fait une conférence d'introduction pour vous expliquer, pour expliquer la révolution que c'est dans notre compréhension de l'univers d'avoir finalement détecté des ondes gravitationnelles. Donc on a fait une première conférence qui était un ajout de plusieurs présentations de façon à donner plusieurs points de vue sur cette question des ondes gravitationnelles, que ce soit comment est-ce qu'on les détecte, pourquoi est-ce que c'est important en astrophysique, et ce que l'on apprend de l'univers qui nous entoure à détecter ces ondes gravitationnelles. Alors ce soir, la 2e conférence, elle est un petit peu particulière parce qu'elle retrace aussi l'histoire de l'Observatoire et comment l'Observatoire se retrouve comme un des lieux importants en France sur l'étude des ondes gravitationnelles grâce aux détecteurs et les lasers de puissance qui sont construits à l'Observatoire, qui sont utilisés pour les ondes gravitationnelles à l'origine. Donc ça, on va voir un des membres illustres de l'Observatoire qui sont arrivés fin 1990 pour démarrer cette thématique et détecter des ondes gravitationnelles à un moment où personne ne croyait qu'on allait pouvoir détecter des ondes gravitationnelles. Donc pendant plusieurs années, voire presque 20 ans, on avait un groupe à l'Observatoire qui détectait quelque chose que tout le monde se doutait, est-ce que vraiment elles existent et est-ce que vraiment on peut les détecter? Donc ça, c'est un petit peu l'histoire qu'on va avoir ce soir. Et je vais passer la parole donc à Nelson Christiansen, qui était intervenu à la première conférence. La métropole arrive. Et qui va retracer et redonner un petit peu d'historique et de contexte à la création de ce groupe autour des ondes gravitationnelles et d'un laboratoire maintenant qu'il dirige, de façon à ce que vous ayez un petit peu une perspective historique de comment l'Observatoire, donc cette grande coupole et les gens qui travaillent autour, se trouvaient impliqués dans cette grande découverte de l'astronomie. Et je salue Monsieur Guillaume qui arrive en courant. Je suis désolé, cher Jean-Marc, on a démarré sans toi, mais on va te repasser la parole après Nelson. Donc Nelson Christiansen, qui est le directeur d'Artemis, le laboratoire qui s'occupe des ondes gravitationnelles à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Merci Stéphane. Je suis très fier pour voir Jean-Yves Venet ce soir. Il est membre du laboratoire Artemis. Il a passé toute sa carrière dans le sujet des ondes gravitationnelles depuis les années 70-80. Il est fondateur de le détecteur Virgo, l'interféromètre en Pise, un projet France-Italie. Et Jean-Yves a travaillé dans le sujet de détecteur d'ondes gravitationnelles depuis des années. Et il est venu ici en Nice en 1999 avec les autres fondateurs de Virgo, Alain Brier, Norrie Mann et l'équipe. Et c'était
un moment très important pour changer de place pour la recherche en ondes gravitationnelles. Et maintenant, le laboratoire Artemis et le laboratoire plus proche, PEASE, pour le laboratoire français. Et nous avons la chance pour, oui, travailler ici en Nice, mais en même temps aller en PEASE pour travailler dans le détecteur. Aussi, Jean-Yves a travaillé beaucoup dans le sujet d'un détecteur d'ondes gravitationnelles en espace. Ça s'appelle LISA, Laser Interferometer Space Antenna. Alors, ce soir, un peu d'histoire dans tous les détecteurs d'ondes gravitationnelles et l'histoire dans le sujet. Vous voulez pas? OK. Jean-Yves? Oui. Alors, est-ce que j'ai le son, là? Oh non. Bien, bonsoir à tous. Effectivement, il s'est passé il y a 10 ans un événement qui était tout à fait exceptionnel dans l'histoire des sciences. Ça n'arrive pas tous les 15 jours. Et une découverte importante, qui est importante non seulement pour l'histoire des sciences, mais aussi pour toute la communauté des chercheurs qui a travaillé autour. Dans une vie, ça compte aussi, un grand succès de temps en temps. Et en particulier pour nous autres du département Artemis de l'Observatoire, qui sommes sévèrement impliqués dans cette aventure. Donc je vais essayer de vous expliquer de quoi on parle d'abord, et puis ensuite comment c'est arrivé tout ça. Mais il faudrait encore que ça marche, ça. Ah. D'abord, de quoi on parle exactement? C'est quoi les ondes gravitationnelles? On va essayer de voir ça. Je ne vais pas vous affliger un cours de physique, mais je vais quand même essayer de vous faire comprendre avec les mains comment ça marche. Ensuite, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bien, il y a toute l'histoire des projets de détection depuis les origines. Ça fait 50 ans que ça dure. Et il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de technologies non adéquates. Et en quoi est-ce que les apports de Virgo ont été importants? Virgo, c'est l'organisation européenne. En quoi est-ce que ça a été important? Et puis, on pourra dire 2 mots, si on a le temps, des projets futurs. Alors, les ondes gravitationnelles, donc, c'est quoi? Donc, d'où est-ce que ça sort? De quelle théorie? Qui est-ce qui a inventé ça? Et pourquoi? Qu'est-ce qui produit des ondes gravitationnelles? Quelles sont les sources qu'on va pouvoir étudier? Alors, ensuite, quelles conséquences pratiques on peut en tirer? Donc, par exemple, qu'est-ce qu'elles font à la matière? Est-ce qu'elles ont un effet sur les objets courants? Parce qu'on veut essayer de les détecter, donc il faut avoir un système quelconque qui est sensible aux ondes gravitationnelles. Et donc, il faut regarder comment les ondes gravitationnelles affectent les objets courants. Et qu'est-ce qu'elles font à la lumière aussi? Les objets, c'est bien, mais il y a aussi la lumière. Et justement, ça va être un sujet central. Et puis, finalement, alors comment est-ce qu'on fait pour les détecter? Il y a d'une part des instruments au sol, dont on va parler, c'est eux qui ont répondu à l'appel les premiers. Et puis, il y a les projets dans l'espace. On va expliquer pourquoi. Donc, je reviens un peu en arrière. Alors, je ne vais pas vous affliger non plus un cours d'histoire, mais quand même, tout commence avec un certain monsieur Newton à la fin du XVIIe siècle, qui invente une histoire absolument ahurissante. Il explique que tous les corps s'attirent entre eux en raison inverse du carré de leur distance et en raison directe des masses des uns et des autres. Donc voilà, n'importe quoi attire n'importe quoi, et suivant cette formule. Alors pourquoi est-ce que c'est ébouriffant à première vue? C'est parce que on se demande comment le corps M1, par exemple, sait où est le corps M2 pour lui attribuer la bonne force.
Et puis cette interaction, elle est instantanée. C'est-à-dire que le Soleil, c'est instantanément où est la Terre, etc. Alors c'est un peu gênant, et Newton lui-même, dans ses Principia, explique qu'il est un peu gêné avec ça, mais après tout, c'est le caractère anglo-saxon, pragmatique, qui prévaut et qui lui dit, oui, en effet, il y a un aspect un peu bizarre, mais ça marche. Et alors, en effet, ça marche si bien que ça va faire exploser l'analyse mathématique et la mécanique céleste pendant tout le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Mais tout de même, il y a ce caractère instantané qui gêne. D'autant plus que dans les années 1905, Einstein renverse la table au sujet de la mécanique classique et de la vitesse de la lumière, et montre que la vitesse de la lumière, c'est une constante universelle qui dépend en aucune façon de l'objet qui émet de la lumière. C'est-à-dire, si je suis dans un train qui roule à 100 à l'heure, et si j'envoie un faisceau lumineux avec ma torche, eh bien les gens qui mesurent la vitesse de la lumière depuis le quai vont trouver la vitesse de la lumière, rien d'autre. Donc ça, c'est un peu difficile à avaler pour les physiciens à l'époque. Et en tout cas, Einstein en tire la conclusion que en fait, c'est toute la mécanique classique qui est fausse, pas beaucoup, sinon on s'en serait aperçu, mais qui demande à être révisée. Et en particulier, la théorie de Newton. Donc on a besoin d'une théorie relativiste, c'est-à-dire basée sur la relativité restreinte, au moins, qui élimine cette histoire de dépendance instantanée. Alors, Einstein, autant la relativité restreinte, c'était une affaire relativement rondement menée, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mathématiques dedans, un peu mais pas beaucoup. Autant la relativité générale, c'est quelque chose qui lui a pris une dizaine d'années, avec des conseils des uns et des autres, d'amis à lui qui étaient des géomètres, et qui l'ont fortement inspiré. Alors je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, bien entendu. J'ai écrit ça à titre... Oh là là, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Et ça encore moins. Bon. Désolé, mais il y a des... besoin d'une assistance technique. Comme ça ? Ah d'accord, très bien, merci. Oui, donc ça aboutit après 10 ans d'efforts méritoires, parce que ce n'était pas facile du tout, à une équation, enfin plus exactement un système de 10 équations. Le G qui apparaît ici, c'est un tableau 4 par 4, et donc il y a 10 composantes indépendantes, et dans le manque de droite aussi. Et ça exprime le fait qu'en réalité, la gravitation est représentée par la géométrie de l'espace. C'est-à-dire que les planètes, si elles tournent autour du Soleil, c'est parce qu'elles sont dans une espèce de cône qui les maintient à distance du Soleil, par exemple. Et alors, oui, alors ce sont des expressions qui sont très très compliquées en général. Et donc c'est pour ça que je me garde bien de les détailler. La plupart du temps, enfin très longtemps, les physiciens ont considéré qu'on ne trouverait jamais de solution exacte. Enfin, on allait essayer de trouver des solutions approchées, etc.
voyez, symboliquement, je représente ici l'espace autour du Soleil. Vous voyez, la tache blanche au milieu, ça serait le Soleil, par exemple. Et puis le restant, c'est la géométrie qui est affectée par le Soleil. Et donc, si on lâche dedans, dans l'espace... Pardon. Comme ça. Je me cache. Voilà. Et donc, si on lance un objet quelconque dans cette géométrie, ben, il va se mettre à avoir non pas une trajectoire rectiligne, mais une trajectoire courbe et même une orbite, par exemple. Alors, on retrouve, heureusement, on arrive à sauver Newton d'une certaine façon, parce que, comme une première approximation à la véritable théorie exacte. Donc, on arrive même à corriger des petits défauts de la théorie de Newton. Par exemple, un grand classique, c'était le fait que la trajectoire de la planète Mercure est très elliptique, et son périhélie se déplace d'une façon infinitésimale au cours du temps, 43 secondes d'angle par siècle, donc c'est infime. Et donc la relativité générale permet de se faire ce genre de correction. Alors c'est pas ça qui va nous occuper, mais par contre, une autre conséquence, c'est qu'on trouve une équation d'onde. C'est-à-dire que la grosse équation que vous avez vue tout à l'heure, dans certains cas, elle peut se ramener à une équation d'onde, un peu comme en électromagnétisme, et donc il y a des ondes gravitationnelles. Voilà de quoi on parle. Alors ensuite, il y a une autre conséquence, qui est l'existence de trous noirs. Et alors ça, c'est une notion qui a mis du temps à émerger, parce que il fallait partir d'une solution exacte. Contrairement à ce que Einstein croyait en 1915, à savoir que ça serait très difficile de trouver une solution, même approchée, c'était pas évident. Alors, une solution exacte, c'était hors de question. Eh bien, pas du tout. En 1916, c'est-à-dire un an après, un certain Schwarzschild trouve une solution exacte. Alors évidemment, c'est un cas extrêmement particulier, c'est un cas statique, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du temps. C'est une solution qui est à symétrie, qui est à symétrie sphérique. Il pense très fort au Soleil. Il veut savoir qu'est-ce qui arrive si la distribution de matière, c'est une sphère d'un certain rayon. Et il trouve une solution exacte à l'extérieur de ce rayon. Donc c'est formidable. Seulement, il y a un défaut, c'est qu'il y a une valeur du rayon de la planète, enfin du corps céleste, quel qu'il soit, pour laquelle la solution devient infinie. Ça, les physiciens ont horreur de ça. C'est une singularité, c'est affreux. C'est quelque chose qui ne va pas quelque part. Alors, heureusement, pour les astronomes de l'époque, le rayon en question, qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, c'est quelque chose qui est petit par rapport à la dimension d'un astre quelconque. Par exemple, pour le Soleil, le rayon, c'est 3 km. Alors, le Soleil est évidemment bien plus grand que ça. Donc, c'est un rayon qui arriverait pour une région de la solution une région pour laquelle la solution n'est pas valable. Donc, les apparences sont sauves, c'est une curiosité, mais après tout, ça va très bien. Sauf que, on a appris depuis qu'il y a des astres qui sont extrêmement denses et comprimés, pour lesquels on peut commencer à se poser la question. Et on en a observé. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette possibilité de trou noir, eh bien, ça avait déjà été entrevu par des physiciens du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, pardon, et pour des raisons, pour un calcul qui était sur des théories, une théorie qui n'est pas exacte, et une deuxième théorie qui est fausse. Mais le résultat est juste. C'est assez curieux. Alors maintenant, les ondes gravitationnelles, on s'est demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'elles font à la matière, qu'est-ce qu'elles font à la lumière. D'abord, qu'est-ce qu'elles font imaginons des particules d'épreuve. C'est les deux boules que vous voyez sur le schéma.
Il y a la jaune là, qu'on comprend comme masse de référence. On va regarder les distances lumière de cette particule par rapport aux deux autres. Et alors ce qui arrive, c'est qu'il y a une contraction dans un sens et une élongation dans l'autre. Donc dans une demi-période, ça se contracte comme ça, et dans l'autre sens après. Ce qu'un mécanicien appellerait une onde de cisaillement. Et puis, quelle serait l'amplitude? Eh bien, si l'amplitude de l'onde gravitationnelle, l'amplitude sans dimension, c'est h, eh bien, le delta L en question, c'est-à-dire l'augmentation de la distance, c'est proportionnel à h. C'est h sur 2. Le delta L sur L, c'est h sur 2. Ce qui permet de comprendre de quoi on parle quand on parle de l'amplitude h. Hein, ça a trait à la déformation de l'espace. Et donc, dans un premier effet de ces ondes gravitationnelles, c'est la perturbation des distances lumière. C'est-à-dire qu'un système de particules, eh bien, il va se trouver contracté, les distances vont se contracter dans un sens et s'étendre dans l'autre, alternativement. Alors ça donne à réfléchir à quel serait l'instrument adéquat pour détecter ça. Alors, par exemple, si on prend deux masses distantes de 3 km, je dis 3 km parce que c'est la dimension qu'on va attribuer à Virgo dans l'avenir, enfin dans le passé maintenant. Et donc, si on prend une amplitude h, parce qu'on a fait des calculs avec différentes sources possibles, et on est arrivé à la conclusion que les ordres de grandeur, ça devait être 10-21, 10-22, 10-23. Et alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est très petit. Donc ça donnerait un delta L qui serait de l'ordre de 10-19 mètres. Vous me direz, c'est quoi 10-19 mètres? Alors j'ai copié ça dans la présentation d'un collègue un jour. Ça me paraît assez amusant. Voilà comment s'écrit la déformation. Et vous avez comparé avec l'épaisseur d'un cheveu, l'épaisseur d'un virus, d'un atome et d'un proton. Vous voyez, donc on est loin derrière tout ce qui est déjà très difficile à mesurer. D'où le scepticisme de beaucoup de gens à l'égard au départ, à l'égard de ce genre d'expérience, disant c'est absolument absurde, vous n'y arriverez jamais. Alors, chose d'ondes gravitationnelles. Qu'est-ce qui fait des ondes gravitationnelles? Alors, le système le plus évident, c'est un système de masse rapidement variable. Ici, imaginez deux boules réunies par un ressort, et puis qui oscillent comme ça. Alors ça génère des ondes gravitationnelles. Mais à condition que, enfin, d'une façon significative, si les boules sont énormes. Alors par exemple, on avait pensé à ça parce qu'il y a 50 ans, il y a 60 ans même, la seule source qu'on avait envisagée pour créer éventuellement des ondes gravitationnelles, c'était des explosions asymétriques de supernovae. Une supernova, c'est une explosion d'étoiles dans laquelle la matière est projetée au diable. Et s'il y a une légère asymétrie là-dedans, on est ramené au cas précédent là, du quadrupôle oscillant, et ça fait des ondes gravitationnelles. Le problème, c'est que là encore, le rendement est assez faible en termes de génération d'ondes gravitationnelles. Mais c'était le seul phénomène qu'on avait dans les années 50, 60, pour se dire qu'on allait essayer. Alors sinon, d'autres sources, eh bien, par exemple des étoiles binaires, des étoiles denses et en orbite l'une autour de l'autre. Ici, vous voyez par exemple un couple d'étoiles à neutrons, c'est-à-dire des objets extrêmement denses et qui tournent à toute vitesse l'une autour de l'autre. Alors ça a déjà été détecté indirectement parce que quand ce sont des pulsars, ils émettent un rayonnement électromagnétique qui est détectable depuis la Terre et on peut envisager de regarder l'évolution au cours du temps et on s'aperçoit qu'ils se rapprochent progressivement. Et pourquoi ils se rapprochent progressivement? Parce qu'ils émettent des ondes gravitationnelles, donc ils perdent de l'énergie.
Et comme ils perdent de l'énergie, ben, ils se rapprochent un petit peu. C'est l'histoire du patineur qui rapproche les bras. Et donc, voilà ce qui arrive, ça spirale jusqu'à la fusion. D'ailleurs, ça a été observé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça a valu le prix Nobel à Hulse et Taylor en 1993. Arrivé à montrer que le rétrécissement, la spirale intérieure du système correspond exactement à la prévision de la relativité générale. Voilà, ça c'est une vue d'artiste de deux trous noirs. C'est une animation, mais pas perdre de temps avec ça. Donc on va essayer d'aborder maintenant l'histoire de la détection. Donc ça part de l'hypothèse d'Einstein de l'existence des ondes gravitationnelles. Ça a été discuté à l'époque parce qu'on se demandait si c'était une question de changement de variables dans les équations, enfin des histoires de pure mathématiques. Et puis, de toute façon, c'était un sujet complètement philosophique parce que, vu les évaluations d'amplitude gravitationnelle qu'on avait à l'époque, c'était impensable d'arriver à les détecter, si par hasard elles avaient le bonheur d'exister. Et puis, dans les années 60, il y a eu une explosion de la technologie. C'est-à-dire qu'on a créé les premiers semi-conducteurs, on a inventé le laser et un certain nombre de choses comme ça, qui ont fait que la métrologie, c'est-à-dire la science de la mesure de haute précision, cette métrologie a considérablement évolué, et donc les gens ont commencé à se reposer la question. Et si on essayait de détecter directement des ondes gravitationnelles? Et donc ça a commencé dans les années 67, 68, 75 par des résonateurs solides. C'est-à-dire, puisque l'onde gravitationnelle est capable d'introduire un stress dans un milieu matériel, eh bien on va construire une antenne avec un solide, et puis on va regarder comment il entre en vibration éventuellement. Ensuite, on a vu que ça serait pas très rentable. On est passé aux interféromètres optiques, dont on va parler un peu plus longuement. Puis je terminerai avec qu'est-ce que Virgo a apporté. Virgo, c'est nous, hein, c'est l'Europe, dont en particulier l'observatoire. Qu'est-ce que ça a apporté au système? Donc les résonateurs, les voilà. Donc c'est un dénommé Joe Weber qui a développé ça dans les années 67-70. Un gros cylindre en aluminium, 2 mètres de long, 1 mètre de diamètre, avec des capteurs piézoélectriques tout autour pour mesurer l'état de vibration. Et il a quand même construit 2 ou 3 détecteurs de ce genre, mais qui ont malheureusement rien donné de très concluant. Il y a eu le même effort en Italie, autour d'Edoardo Amaldi, qui a laissé son nom à 2 ou 3 entreprises, l'une à Frascati, l'autre à Padoue, et puis il y en a une aussi au CERN, où on a construit des objets de ce genre, mais refroidis à très basse température. Parce qu'un des obstacles à la détection des ondes de gravitation, il y en a de nombreux, mais un, entre autres, c'est l'agitation de la matière à la température ambiante. Et donc, en refroidissant proche du zéro absolu, on peut espérer avoir une meilleure sensibilité. Mais ça non plus, ça n'a pas été concluant. Et puis en France, on a eu les expériences dans le même esprit de Silvano Bonazzola à Meudon, qui a voulu reproduire les mêmes expériences que Weber, mais ça n'a pas marché non plus. Bien connu Silvano, c'était un de mes profs quand j'étais étudiant. Alors, quand on a vu le schéma tout à l'heure des particules d'épreuve qui bougent les unes par rapport aux autres, on se dit qu'il y a un instrument, une configuration qui est absolument idéale pour ça, c'est l'interféromètre de Michelson. Michelson avait inventé cet interféromètre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un interféromètre? Vous avez une source de lumière. À l'époque de Michelson, ce n'était pas un laser, c'était
une ampoule au mercure, si mes souvenirs sont bons, qui envoie un faisceau lumineux sur une lame séparatrice, c'est un miroir qui est semi-réfléchissant, donc qui envoie une partie du faisceau vers le nord et une partie vers l'ouest, par exemple. Alors, au bout de chaque bras, il y a un miroir qui renvoie la lumière, et donc la lumière se retrouve sur la séparatrice et se mélange avec les deux faisceaux réfléchis, celui du nord et celui de l'ouest, se rejoignent, et il y a ce qu'on appelle une interférence, c'est-à-dire que dans une onde, c'est une ondulation, et si on a une deuxième qu'on superpose, eh bien si les sommets sont en phase, comme on dit, les deux lumières se renforcent, s'ajoutent. Si au contraire elles sont décalées d'une demi-période, alors elles s'annulent complètement. Alors c'est exactement ça qu'on veut faire dans un interféromètre. On se débrouille pour que ça soit réglé de telle façon qu'en l'absence de tout signal, on ait une frange noire, comme on dit, c'est-à-dire que les deux ondes s'annulent sur le photodétecteur. L'idée, c'est que si ensuite il y a une perturbation qui vient d'une onde gravitationnelle, ben, on va voir apparaître de la lumière, justement, parce que la différence de parcours a changé. Et on montre que le signal est proportionnel à h, l'amplitude gravitationnelle, bien entendu, et L, la longueur des bras. Donc c'est ce système-là qui va être à l'origine de Virgo. Et des tas de gens se sont mis à faire des interféromètres de petite taille. Donc il y a Ray Wise qui a été le promoteur, enfin l'initiateur de ce genre d'instrument au MIT. Il nous a quittés malheureusement au mois d'août dernier. Et puis il y avait des groupes en Angleterre, Glasgow, et en Allemagne, à Garching, qui eux aussi se sont lancés dans des prototypes d'interféromètres, et en essayant d'améliorer la sensibilité. Et en France, tout a commencé avec notre ami Alain Briet, qui devrait être là ce soir, mais qui malheureusement a des difficultés pour parler en ce moment. Alain a rencontré Driver en 1979 et ils ont commencé à discuter des possibilités interférométriques. Et Alain, qui revenait d'un long séjour dans un laboratoire à Denver dans le Colorado, à Boulder pardon, dans le Colorado, où il avait justement développé un interféromètre pour refaire l'expérience de Michelson avec une meilleure sensibilité, a tout de suite été intéressé par ce que faisait Driver et a commencé à cogiter à la façon de qu'est-ce qu'on pourrait faire en Europe, en France déjà et en Europe ensuite. Et tout ça, ça s'est organisé autour d'un groupe qui s'est développé à l'Institut Henri Poincaré, dont on voit l'entrée ici, par mon ami Philippe Tourinck, qui était professeur à l'Institut Henri Poincaré, et qui était aussi extrêmement intéressé par les problèmes de détection d'ondes gravitationnelles. C'était la grande mode à l'époque. Hein. Silvano Bonazzola était dans ce groupe. Hein. Et donc on a commencé à réfléchir ensemble, avec Philippe Tourinck, Alain bien sûr, Nariman, Christian Bordet et Thibaut Damour. Alors, un des premiers sujets de discussion, c'était comment on fait pour augmenter, la longueur des bras de l'interféromètre. On a vu que la sensibilité était proportionnelle à elle. Et donc, la première idée, c'est évidemment de faire 1 km, 2 km, 3 km. Mais ça, c'est une stratégie qui a ses limites parce que, comme vous le savez sans doute, la Terre est ronde. et on peut faire un trajet en rectiligne sur une certaine distance, mais si on exagère, après on a des ennuis parce qu'il faut creuser dans le sol, ou au contraire monter sur pilotis. Enfin, c'est des choses que ça se complique. Alors il y a une solution qui consiste à faire une cavité Fabry-Perot, une vieille invention
Donc ça consiste à envoyer la lumière à travers un premier miroir qui est partiellement réfléchissant sur un miroir d'extrémité là, qui lui est complètement réfléchissant. Il faut faire autant qu'on peut. Et alors, je vous épargne les détails, mais il apparaît que si c'est bien réglé sur la bonne longueur d'onde, alors il y a une amplification de la lumière. Si vous envoyez P0 watts à gauche, ben dans la cavité, entre les deux miroirs, il y aura P watts. Et on peut calculer avec la réflectivité des miroirs de combien on a augmenté la puissance. Et alors ça revient en fait à avoir augmenté la longueur de L. Et par exemple dans Virgo à l'heure actuelle, eh bien, on a une puissance stockée qui est de 100 kW, à peu près. Et ça correspond à une longueur efficace de 860 km quand même. Donc c'est un moyen d'avoir des très grandes distances sur une distance physique relativement limitée. Donc encore faut-il savoir stocker la lumière. Et alors la lumière qu'on utilise, c'est celle d'un laser. Et comme tout faisceau de lumière, il diffracte, c'est-à-dire qu'il s'écarte, il s'élargit au fur et à mesure de la propagation. Donc il faut maîtriser ça, donc il faut choisir bien les rayons de courbure pour qu'on puisse maintenir le vaisseau dans les limites. Parce qu'on ne veut pas avoir des taches de lumière trop larges, pas que ça déborde des miroirs. Donc il faut arranger ça pour qu'on ait les bonnes valeurs. Et donc ce qui avait porté la discussion Driver dans les années 80, Driver qui a émigré ensuite de Glasgow, le groupe anglais, pour aller au Caltech à Pasadena, c'était d'avoir donc un interféromètre de Michelson, comme on a vu tout à l'heure, mais avec des cavités Fabry-Perot sur chaque bras, et puis un recyclage de puissance. Alors, si on est sur la frange noire ici, sur la séparatrice, ça veut dire que toute la lumière en fait est retournée à l'envoyeur, retournée au laser, parce que l'énergie se conserve. Donc l'idée, ça a été de rajouter un miroir supplémentaire pour créer une nouvelle surtension. Ça a été testé justement par Nariman, notre collègue de l'Observatoire, à l'époque où le groupe était au Centre national de spectroscopie de masse, à Orsay. Alors, un point extrêmement important, c'était le fait que tout ça, c'est bien, mais ça ne peut pas être fait à l'air libre. À l'air libre, sur un trajet de 3 km, vous imaginez toutes les perturbations qui peuvent arriver. L'air est évidemment... Il y a des courants d'air qui changent constamment l'indice de réfraction de l'air. Et donc ça fait des bruits qui sont incommensurablement supérieurs à ce qu'on cherche à mesurer. D'ailleurs, c'est une philosophie constante dans les ondes gravitationnelles. N'importe quel bruit auquel vous pouvez penser, que vous pouvez imaginer, et a fortiori, est a priori des ordres bien plus grands que ce qu'on cherche à mesurer. Alors ici, donc, on a un tunnel de Virgo, notre interféromètre dont je vais parler tout à l'heure, qui contient un tube à vide dans lequel la lumière va circuler. Donc on sera à l'abri de l'air. Et ce n'est pas suffisant parce que si on ne fait rien de spécial, il y a quand même un gaz à l'intérieur de l'air, de l'oxygène, de l'hydrogène. Et donc il a fallu chauffer très fort ces tubes pour faire exhaler toutes les gaz résiduels qui étaient collés aux parois et les aspirer à l'extérieur. C'était une histoire compliquée. Ensuite, comme source de bruit, alors évidemment, il y a le mouvement des miroirs qui composent l'interféromètre. Si on se contente de les poser sur un support, ben, ils vont être agités par toutes sortes de choses.
le mouvement, les ondes sonores s'il y a du bruit, les mouvements sismiques de la Terre. Donc tout ça, c'est évidemment des millions de fois au-dessus de ce qu'on cherche à mesurer. Donc il fallait trouver un moyen d'isoler ces miroirs de toutes ces sources de bruit. Et c'est à ce moment-là que Alain Briet s'est associé avec un physicien italien, Alberto Giasotto, dont vous voyez le portrait ici, qui lui avait inventé de son côté un système de super atténuateur, c'est-à-dire toute une chaîne de pendules accrochés les uns aux autres et qui finissent par isoler complètement le miroir qui pend en dessous, là, l'isoler complètement de toutes les vibrations sismiques. Donc ça a été un élément clé aussi qui a fondé l'association entre l'équipe Briet qui était spécialisée dans la lumière et l'équipe Giasotto qui est spécialisée dans les super atténuateurs. Alors justement, les miroirs, parlons-en. Il s'agit de quoi exactement? Ben là encore, on cherche à avoir des puretés et des qualités exceptionnelles pour ces miroirs. Et donc, ce qui a été retenu, c'est des cylindres très, très épais, vous voyez, 20 cm d'épaisseur, 55 cm de diamètre. C'est très lourd et c'est en silice ultra pur parce que vous avez vu qu'il y avait des miroirs qui sont traversés par la lumière et on ne veut surtout pas perdre de la lumière au passage. Donc il faut que la matière soit extrêmement peu absorbante et ça ne se trouve pas comme ça. Donc en réalité, c'est une firme allemande qui fabrique une silice ultra pure qui est utilisée pour les fibres optiques. Alors les fibres optiques ont une pureté extraordinaire parce qu'évidemment, il faut acheminer un signal sur des kilomètres, voire des centaines de kilomètres. Donc on ne peut pas se permettre d'en perdre au passage. Donc la silice des fibres optiques est quelque chose d'extrêmement pur. Et là, ils ont accepté de faire des miroirs spéciaux pour Virgo, en particulier, au départ. Et alors, ce n'est pas suffisant. Donc, ce que fournit l'entreprise allemande en question, c'est un gros camembert comme ça. Mais ce n'est pas encore un miroir. Pour que ce soit un miroir, il faut que les surfaces soient bien déterminées. Et donc là, c'est une entreprise aux États-Unis qui est spécialisée dans le polissage et qui prend les miroirs et qui les restitue après avoir défini une surface courbe, sphérique, et avec une précision extraordinaire, quelques nanomètres de définition. Et ce n'est pas encore tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un miroir avec admirablement transparent, avec des surfaces parfaites, il manque quelque chose pour en faire un miroir. Il manque quelque chose qui réfléchisse la lumière. Et donc il faut déposer à la surface du miroir des couches diélectriques, haut indice, bas indice, haut indice, etc., pour obtenir la réflectivité adéquate. Et ça, c'était pas du tout évident à faire, surtout avec des gros objets comme ça. Donc il a fallu créer un laboratoire spécial. Ça a été fait à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, où on a, sur un site de l'université, il y avait un cyclotron qui était plus en état de fonctionner. Donc les locaux ont été récupérés et on a installé un système de coateur, c'est-à-dire habiller les miroirs avec des couches réfléchissantes, ayant les dimensions requises, parce que le coating, c'était quelque chose qui est bien connu, mais sur des petites quantités, sur des petites surfaces. Là, on parle de surface de 50 cm. Et celui qui a conçu tout ça, c'est Jean-Marie Makowski, qui était le patron de ce laboratoire des matériaux avancés, et qui a réussi à quelque chose d'extraordinaire, de telle sorte que tous les interféromètres à travers le monde, aux États-Unis, au Japon, en Inde, tous utilisent des miroirs qui sont revêtus comme ça à Lyon.
Forcément, parce qu'il n'y a aucun marché pour ça en dehors des ondes gravitationnelles. Et ça ne vaut pas le coup de faire trois instituts différents alors qu'il y en a un qui marche. Sinon, Virgo, voilà ce que ça donne. Vous avez un bras nord et un bras ouest, dans la banlieue entre Pise et Florence, Cascina. Et donc voilà le schéma qui était jusqu'à présent utilisé, avec les bras, avec une grande résonance des Fabry-Perot. Et puis des lames correctrices, que vous voyez, les lames qui sont devant les miroirs, c'est des lames correctrices parce que quand vous stockez une puissance lumineuse très importante, évidemment, même si le miroir absorbe très peu, le peu qu'il absorbe contribue à le faire chauffer, et en chauffant, il se déforme. Donc il faut corriger ces déformations. C'est le but des lames que vous voyez. Alors, les Américains ont évidemment fait la même chose de leur côté, sauf qu'il y avait davantage de place, comme vous le savez, aux États-Unis qu'en Europe. Donc, ils ont des interféromètres de 4 km, 4 par 4. Et à des points très différents du territoire américain, ce qui est très bien pour la détection d'avoir deux détecteurs complètement isolés. Alors, la collaboration Virgo, jusqu'à une date récente, jusqu'à quelques années, jusqu'au Covid, disons, c'était plusieurs labos en Italie, plusieurs labos en France, plusieurs labos aux Pays-Bas, en Pologne, en Hongrie. Et puis, il y avait sur le site même un organisme qui s'appelle EGO, European Gravitational Observatory, qui s'occupait de la maintenance de tout le système avec des ingénieurs sur place. Et puis à la tête de tout ça, eh bien, pour superviser l'ensemble, il y avait le conseil Virgo, constitué de gens du CNRS et de l'Institut de physique nucléaire italien. Voilà, donc dans les années 2014-2015, il y avait 3 interféromètres, 2 américains en état de fonctionner, et Virgo qui n'était malheureusement pas encore complètement en fonctionnement, pour des raisons que vous pouvez imaginer, raisons financières, trop peu, trop tard. Et donc, c'était pas encore, en 2015, ce n'était pas encore opérationnel pour Virgo. Et cependant, donc, le 14 septembre 2015, il y a l'événement dont on parle depuis le début, qui est plusieurs faits très importants. Premièrement, détection d'un tremblement d'espace, donc on a détecté une onde de gravitation. Elle était due à un couple de trous noirs en orbite compacte. Ça a influé la lumière, donc ça a permis la détection par LIGO. Et donc ça a conforté, un siècle après, les espoirs d'Albert Einstein, parce que tout ça vient directement de la relativité. Et puis enfin, ça a démontré l'efficacité des détecteurs. Alors, en fait, les détecteurs de LIGO, les interféromètres de LIGO, venaient juste de terminer une mise au point technologique. Et donc, le 14 septembre, ils ont mis en route le système et brusquement, ils ont aperçu un premier signal. Alors, ils se sont dit, la première réflexe a été de dire c'est un peu trop beau pour être vrai. Il faut regarder ça de plus près parce qu'il y avait une tradition, enfin une habitude d'injecter des signaux artificiels dans les données pour plusieurs raisons. La première, c'est d'entraîner les équipes de détection à sauter sur le signal pour le décortiquer.
Et puis la deuxième, c'était comme l'injection était aveugle, personne ne savait, ça évitait d'avoir quelqu'un qui se précipite sur les médias en disant ça y est, on a gagné, etc. Il y a eu des exemples de ce genre dans la physique qui ont laissé de très mauvais souvenirs. Donc on voulait absolument éviter ça. Donc ce résultat est resté sous embargo pendant plusieurs mois avant qu'on se décide à publier. Et on a publié ensemble, bien que la détection ait été américaine, LIGO, pardon, on a publié ensemble parce qu'il y avait un accord entre la collaboration LIGO et la collaboration Virgo pour traiter les données en commun. Et donc il était convenu qu'en cas de découverte, on publiait ensemble le résultat. Donc on s'est retrouvé, bien que Virgo n'était pas encore en service vraiment, parmi les co-auteurs de cette découverte. Alors justement, de quoi s'agit-il? Eh bien, deux trous noirs en orbite compacte. Vous voyez deux bulles qui tournent l'une autour de l'autre. Deux bulles de diamètre en gros 200 km. Hein. Donc chacune contient à peu près 30, plus ou moins 30 fois la masse du Soleil. Donc imaginez deux bulles de dimension 200 km en largeur, qui pèsent chacune 40 masses solaires et qui tournent à 15 tours par seconde et qui sont à 1000 km. Donc vous avez une bulle qui est à la région parisienne, une bulle qui est sur la région de Marseille, avec chacune pesant 36 et 31 masses solaires, et tout ce petit monde tourne à toute vitesse. Ça, c'est la dernière fraction de seconde. Parce qu'après, c'est le crash. Donc voilà, ça, je répétais ça, mais il y a une deuxième détection dans la foulée, presque. Alors ce qu'il faut voir, c'est que comment est-ce qu'on détecte ces signaux? Parce qu'a priori, c'est difficile dans le bruit de distinguer le véritable signal. Heureusement, on a été secondé par les travaux de Thibaut Damour, de l'Institut des hautes études scientifiques, Blanchet et Buonanno, qui étaient à l'observatoire de Meudon. Et Damour a développé une théorie dans laquelle on peut représenter les deux objets qui tournent par un seul qui tourne dans un potentiel central. Alors ça a considérablement permis de construire des patrons d'ondes. Et en particulier, on peut voir sur cet exemple que quand vous avez un trou noir de masse 20, masse solaire, et un de 10, eh bien le résultat, après spirale et coalescence, c'est 29 masses solaires. Donc il y en a une qui est passée en énergie rayonnée. Alors c'est très, très important parce que ça va permettre de situer l'objet. Donc voilà le genre de signal qu'on obtient. D'après la théorie, avant d'avoir vu le signal. Là, je me suis amusé à représenter ce qui arrive pour 2 fois 30 masses solaires, et le résultat c'est 58. Donc il manque 2 masses solaires qui ont été rayonnées sous forme d'énergie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que l'énergie de 2 masses solaires. E égale mc2, je vais faire le calcul. En tout cas, c'est important parce que ce modèle permet en effet de déterminer, une fois, si on est en présence de ce signal tiré des données, on peut déterminer avec la spirale, on peut déterminer quelles étaient les masses, M1 et M2. Ensuite, il y a la phase de fusion. Et ensuite, le résultat, c'est un trou noir qui se désexcite en émettant des ondes gravitationnelles aussi. Et la façon dont il se désexcite, quelle fréquence, ça permet de trouver sa masse. Donc avec le signal, on peut déterminer de quoi on parle, quelles étaient les masses des 2 trous noirs, et quelle est la masse du trou noir final. Et alors, comme il y a une différence,
eh bien, c'est-à-dire que c'est une quantité d'énergie bien déterminée a été rayonnée. Et donc, si on compare avec ce qu'on reçoit sur Terre, on peut en déduire la distance à laquelle l'événement s'est produit. Donc vous voyez, c'est riche d'informations. Et quand vous regardez les signaux réels détectés, vous voyez qu'ils ont tout à fait la même tête que le modèle théorique. Et donc en particulier dans l'événement qui s'est produit, là, dont on parle depuis le début, eh bien, donc la première masse était un peu plus vers 36, environ 36, la deuxième environ 31. Donc il manquait 3 masses solaires en gros. 3 masses solaires rayonnées en 0,2 secondes à peu près. Donc ça fait un pic de puissance terrifiant et ça permet en tout cas de déterminer la distance à laquelle l'événement s'est produit. Là, c'est une des premières détections avec les 3 détecteurs, les 2 interféromètres américains et celui de Virgo. Alors, vous voyez que ça ressemble, et celui de Virgo, évidemment, est plus faible parce que les distances sont moins grandes, et puis un certain nombre de raisons. 3 km pour Virgo, 4 km pour LIGO. Mais alors, en particulier, il y a eu un événement tout à fait remarquable qui s'appelle donc GW, c'est Gravitational Wave, 17-08-17, c'est 17 août 2017. C'était une détection en commun avec les 3 interféromètres. Et ce qui a été observé, c'est la fusion de 2 étoiles à neutrons, 2 étoiles extrêmement denses qui se sont rentrées dedans. Vous voyez, un 46 masse solaire, une masse solaire 27, c'est des petits objets comparés au trou noir de tout à l'heure. Et alors, c'est très intéressant parce que quand deux étoiles à neutrons se percutent et fusionnent, ça crée une gigantesque explosion qu'on appelle kilonova et qui est observable par des moyens optiques. Donc c'était un événement qui pouvait être observé par les ondes gravitationnelles et aussi par des moyens optiques directs et des émissions de particules et des émissions de rayons gamma. Et donc on peut dire que c'est le début de l'astronomie multimessager. Multimessager, c'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement la lumière, il n'y a plus seulement les rayons cosmiques, mais il y a aussi les ondes gravitationnelles qui viennent apporter des informations supplémentaires. Alors c'est intéressant parce que on attribue à ces fusions d'étoiles à neutrons la création des objets, des métaux lourds, enfin des éléments lourds qu'on trouve dans la Terre par exemple, qui sont difficilement explicables simplement par les supernovae ou par ce qui se passe dans les étoiles. Donc ces fusions expulsent dans l'univers toutes sortes d'éléments, notamment des éléments lourds, y compris les terres rares. Simplement pour aller les chercher, c'est un peu loin. Alors le bilan jusqu'en 2022, c'est-à-dire presque à l'époque de l'épidémie, c'était donc 90 détections de coalescence. Alors la plupart, c'est donc des binaires de trous noirs. Mais on a vu qu'il y avait deux couples d'étoiles neutroniques. Un comme on a vu tout à l'heure, puis un deuxième. Et puis deux mixtes. Et donc tout ça a été couronné par le prix Nobel. Alors pour les Américains, c'est eux qui avaient détecté en premier. Donc Ray Weiss, qui est l'initiateur de toute cette discipline. Kip Thorne, qui est un théoricien. Alors j'ai mis Interstellar parce que il travaille au Caltech, qui est à Pasadena, qui est une commune voisine d'Hollywood. Et il a eu des contacts avec des cinéastes d'Hollywood, et c'est lui qui a perfectionné, si j'ose dire, le scénario du film Interstellar. C'est pas pour ça qu'il a eu le prix Nobel, mais c'est bon. Et Barry Barish, qui est aussi un organisateur.
Et puis en France, il y a eu les médailles d'or du CNRS, à Thibault et à Alain, qui ont contribué beaucoup au succès de Virgo. Alors qu'est-ce que Virgo a apporté? Eh bien, il y avait le choix au départ, dans la conception américaine, c'était un laser à argon. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que c'est de l'histoire ancienne, mais c'était un laser à gaz refroidi, avec tout un système de refroidissement. C'était pas très commode. Et donc Brillet a eu le premier l'idée d'utiliser un laser solide. Ça paraît évident à l'heure actuelle, mais ça ne l'était pas dans les années 80. La démonstration expérimentale du recyclage de puissance dont j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est notre collègue Nari qui a fait ça. Et puis un système de simulation numérique que j'ai fait avec Thésard et qui était important parce qu'on ne voulait pas construire de prototypes. Les groupes de Glasgow, anglais et puis américains et allemands, avaient construit des prototypes de longueur 100 mètres, 600 mètres. Et Alain Brillet, depuis le début, disait qu'on perdrait du temps à résoudre les problèmes des petits prototypes et on n'aurait pas le temps de s'occuper des grands. Donc son idée, c'était de démarrer directement sur la construction d'un grand instrument. Et pour ça, on a développé un logiciel de simulation de l'optique, de façon à ne pas avoir à travailler dans le dur. Il y a eu la création du laboratoire des matériaux avancés, dont j'ai parlé tout à l'heure, à Villeurbanne, qui maintenant sert pour tous les interféromètres. Et puis il y a le fameux formalisme de Thibault Damour, qui a permis de construire ces patrons de signal qui permettent une détection informée. Alors je termine rapidement, parce que qu'est-ce qu'on fait dans l'espace? Il y a eu effectivement un projet qui dure également depuis 50 ans, mais qui est tellement ambitieux qu'il a fallu attendre pour avoir un feu vert de l'Agence européenne, qui consiste à construire dans l'espace, donc, un triangle équilatéral, comme vous voyez, de 2,5 millions de kilomètres de côté, et dans lequel chacune des stations échange un faisceau laser avec les deux autres. Et on regarde les temps de parcours de la lumière. C'est extrêmement ambitieux, comme vous pouvez imaginer, parce que sur 2,5 millions de kilomètres, la lumière a le temps de s'appauvrir. Et puis il faut viser juste, parce que à cette distance-là, c'est comme essayer de viser l'ouverture d'un pot de yaourt sur la Lune, vous voyez. Donc c'est plutôt coton. Mais ça va bon train. Donc ça remonte à loin. Mais je vais m'arrêter bientôt. Donc ça a été proposé il y a longtemps, sous des formes diverses. Puis la NASA s'est associée avec l'ESA, puis ensuite quitté, puis revenu. Enfin, c'était très compliqué. Mais ça a repris beaucoup d'énergie après l'annonce de la première détection au sol. À partir du moment où il était évident qu'il existait des ondes gravitationnelles, ça devenait intelligent d'essayer de voir ce qu'on peut faire dans l'espace. Alors, pour terminer, je vous conseille la lecture de le livre qui est en jaune, là, qui est extrêmement bien écrit et admirablement informé, parce que c'est des auteurs qui étaient dans le jeu aussi. Et voilà. Merci Jean-Yves. Il y a des questions? Je peux vous passer du micro si vous voulez. Bonjour Monsieur Vinet. Oui, bonjour. Une question simple par rapport aux interféromètres LIGO, Virgo. L'orientation des bras, est-ce qu'elle a une importance ou pas? Oui, absolument. Oui. Pour une onde donnée, effectivement, elle n'aura pas la même sensibilité suivant l'orientation. Oui. Donc en fonction de quoi vous allez orienter les bras?
Sur le terrain, c'est en fonction des possibilités sur le terrain. Je pense à Virgo, par exemple, c'est dans la campagne entre Pise et Florence. On a trouvé un terrain, enfin Adalberto Giasotto avait trouvé un terrain, mais 1 kilomètre plus loin, ça n'aurait pas marché. Donc on était assez sujet à des obligations de terrain. Pour les Américains, c'est un peu différent. En Louisiane, c'est pas non plus évident. Par contre, dans l'État de Washington, dans le nord-ouest, là, c'est dans le désert, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir des orientations différentes. Autre question? Oui. Dans le projet avec les satellites, avec le dernier projet, il y a des positionnements, mais compte tenu du nombre de satellites qui sont en orbite, est-ce que c'est au-delà de ces trajectoires? Ah, c'est pas autour de la Terre, c'est vraiment... C'est un ensemble de 3 stations qui sont en orbite autour du Soleil. Ah oui. Elles suivent la Terre sur la même orbite, mais avec 2 mois de différence. Autre question? Commentaire? Oui, alors peut-être pourrais-tu expliquer pourquoi il faut avoir un détecteur dans l'espace et pourquoi celui sur Terre, Virgo et LIGO, ne suffit pas?